La bataille de la Somme est l'un de ces événements horribles de l'histoire que tout le monde connaît, mais que presque personne ne comprend vraiment à quel point c'était horrible. C'est parce que les statistiques ne vous montrent pas les vraies horreurs à travers les yeux d'un soldat individuel qui était là. Et plus vous regardez à travers les yeux de soldats qui y étaient, pire c'est. Donc, certaines des choses que vous allez entendre, vous ne les oublierez pas facilement. Comme toujours, commençons par le début et avançons à partir de là. Au printemps 1916, le front occidental était figé sur place depuis près de 17 mois. Après la fin de la guerre de mouvement, les deux camps s'étaient enfoncés le long d'une ligne continue de tranchées fortifiées longue de 756 km. En moins de 5 mois de campagne d'ouverture, les armées du front occidental avaient subi près de 2 millions de pertes, dont un demi-million de soldats tués. Et pour empirer les choses, les lignes de front ne bougeraient à peine plus de 6 km dans un sens ou dans l'autre pendant les 3 années suivantes. Personne ne savait comment briser cette impasse causée par les mitrailleuses modernes et l'artillerie utilisée à une telle échelle pour la première fois dans l'histoire, et les soldats restaient là à mourir. Avant l'offensive de la Somme, les Britanniques n'avaient mené aucune bataille significative sur leur secteur du front occidental, et pourtant ils avaient subi plus de 100 000 pertes. Cela représente environ 600 hommes mis hors de combat chaque jour à cause des tirs d'obus, des snipers, des maladies et des rats des tranchées. Le secteur de la Somme, spécifiquement, était l'un des tronçons les plus calmes de tout le front. Peu de combats y avaient eu lieu depuis 1914. Et les troupes des deux camps avaient adopté ce que les historiens appellent un système de vivre et laisser vivre, ce qui signifie que les soldats ne tiraient pas si l'autre camp ne tirait pas. Parce qu'à ce stade, ils avaient tous plus ou moins compris à quel point cette guerre était pointless, et ils voulaient juste s'en sortir vivants. Mais les politiciens et les chefs militaires avaient des plans très différents, comme toujours. Maintenant, avant d'entrer dans la bataille elle-même, que vous devez comprendre qui étaient réellement les soldats britanniques et pourquoi ils ont marche droit dans des horreurs qui auraient pu être évitées. Quand la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne en 1914, elle n'avait pas près de l'armée de conscrits massive que possédaient la France et l'Allemagne. La Grande-Bretagne avait une petite force professionnelle bien entraînée, mais minuscule en nombre comparée aux autres grandes puissances. Seulement 3 jours après la déclaration de guerre, Kitchener, qui était le secrétaire à la guerre, est passé à la télévision et a demandé 100 000 volontaires. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a même surpris. En seulement 1 mois, près de 300 000 hommes se sont enrôlés. En septembre 1914 seulement, 460 000 hommes se sont engagés. Et au moment où la conscription a été introduite en 1916, environ 2,5 millions d'hommes avaient rejoint volontairement l'armée britannique. Mais ça ne semble-t-il pas un peu suspect ? Pourquoi tant de jeunes hommes choisissaient-ils d'aller dans ce qui deviendrait la guerre la plus horrible de l'histoire humaine ? Eh bien, à l'époque, ils ne savaient pas vraiment à quel point ça allait être mauvais. Et on ne peut pas les blâmer de vouloir soutenir leur pays. Mais il y a plus que ça. La Grande-Bretagne n'avait pas mené de grande guerre européenne depuis un siècle. Et pour la plupart des gens, la guerre avait encore une image quelque peu romantique ou honorable. L'idée d'être un vrai homme, de partir au combat, de rentrer en héros, avec les filles qui vous regardent différemment, en ramenant des histoires de votre bravoure et de la victoire sur l'ennemi, c'était à peu près l'image pour beaucoup de gars qui rejoignaient l'armée. Et par-dessus ça, on les manipulait délibérément. Ça allait si loin que des groupes de femmes étaient envoyés distribuer des plumes blanches, symbole de lâcheté, à tout homme qu'elles voyaient en vêtements civils, qui avait l'air assez jeune et en forme pour servir. L'idée s'est rapidement répandue à travers la Grande-Bretagne et est devenue une forme de honte publique vraiment vicieuse. Des hommes qui étaient à la maison en permission médicale, des hommes déjà démobilisés après avoir été blessés, des hommes dans des occupations réservées faisant un travail essentiel pour l'effort de guerre, des hommes simplement trop jeunes, tous étaient ciblés. Il y a un cas documenté d'un récipiendaire de la Croix de Victoria, un héros de guerre décoré, recevant une plume blanche en chemin pour recevoir sa médaille parce qu'il était en vêtements civils. Et selon elle, il devrait être en train de faire la guerre au lieu de rester chez lui comme un petit lâche. La pression que cela créait dans les communautés était énorme et très réelle. Ajoutez à cela le fait que la Grande-Bretagne en 1914 avait un chômage important dans de nombreuses zones industrielles. Et l'armée offrait un salaire régulier, de la nourriture, des vêtements et un abri. Et puis il y avait être le facteur le plus important de tous, directement responsable du fait que les horreurs de la Somme étaient encore pires. Quand vos amis, vos voisins, vos membres de famille s'enrôlaient tous, vous ne pouviez pas exactement être celui qui restait chez lui et les laissait partir sans vous.
Donc, les chefs militaires ou artistes de propagande, appelez-les comme vous voulez, ont eu l'idée de ce qui est devenu connu sous le nom de bataillon de copains. Au lieu de mélanger des hommes de tout le pays dans des unités aléatoires, comme c'est habituellement la pratique militaire, ils laissaient les hommes qui s'enrôlaient ensemble choisir de servir ensemble. Vos camarades de combat seraient vos frères, vos amis, vos voisins. Ça facilitait l'enrôlement et ça semblait génial en théorie. Mais comme vous allez l'entendre, ça allait se révéler l'une des erreurs les plus catastrophiques du commandement militaire britannique. Donc, comme nous l'avons dit, l'impasse s'était installée. Il était clair que ni l'un ni l'autre camp n'allait nulle part, et les commandants alliés devaient trouver quoi faire pour 1916. Joseph Joffre était le commandant en chef français et le commandant allié le plus senior sur le front occidental, ce qui signifiait que les Britanniques, en tant que partenaires juniors de l'Alliance, devaient en grande partie suivre son lead stratégique. Les chefs français et britanniques se sont rencontrés et ont convenu d'une offensive combinée massive, assez grande pour enfin briser l'impasse. Et l'endroit qu'ils ont choisi était la vallée de la Somme dans le nord de la France. Mais pas parce qu'il avait une valeur stratégique particulière, pas parce qu'il y avait des objectifs critiques là qui changeraient le cours de la guerre si capturée. La Somme a été choisie pour une raison et une seule raison. C'était le point sur la carte où les armées britanniques et françaises se rencontraient. Point final. Le plan original prévoyait que les Français porteraient le poids principal, avec environ 40 divisions attaquant sur un front de 40 km au sud de la rivière, les Britanniques fournissant un soutien au nord. Mais ensuite, le 21 février 1916, l'Allemagne a lancé son attaque massive sur la France à Verdun et tout a commencé à s'effondrer. Au moment où l'offensive de la Somme devait commencer, les Français étaient saignés exactement comme les Allemands l'avaient prévu. Et à cause de ça, leur contribution à la Somme a commencé à diminuer dramatiquement, d'abord de 40 divisions à 22, puis à 13. Et le premier jour de la bataille proprement dit, seulement 5 divisions françaises ont attaqué au sud de la rivière. Ce qui avait été conçu comme une offensive principalement française avec soutien britannique était devenu une offensive principalement britannique, les Français tenant à peine à leur côté. Pendant ce temps, Joffre pressait fortement le commandant britannique Douglas Haig de commencer l'attaque plus tôt que ce que Haig jugeait prêt. Haig voulait mi-août, ce qui aurait donné plus de temps pour entraîner ses troupes inexpérimentées, stocker des munitions et bien préparées. Joffre lui a dit que si les Britanniques attendaient si longtemps, l'armée française serait déjà morte avant même que la bataille ne commence. La date de début a été avancée au 1er juillet, coupant 6 semaines de temps de préparation que Haig avait argué qu'il avait désespérément besoin. Henry Rawlinson, qui commandait la 4e armée britannique, était l'homme qui dirigerait l'offensive de la Somme sur le terrain au jour le jour. Contrairement à Haig, qui était un officier de cavalerie rêvant d'une percée massive à travers laquelle sa cavalerie chargerait et porterait un coup décisif, Rawlinson avait une idée plus réaliste et peut être réellement réalisable. Il avait vu assez d'offensives échouer à ce stade pour savoir qu'une percée massive n'allait probablement pas arriver. Donc, il préférait ce qu'on appelait l'approche mordillée et tenir. Attaquer une section spécifique de la ligne ennemi, la capturer, s'y retrancher, utiliser l'artillerie et les mitrailleuses pour repousser les contre-attaques, puis avancer et répéter. Lent, mais bien plus sûr et bien plus ancré dans la réalité. Donc, vous aviez 3 hommes aux commandes avec 3 visions différentes de comment ça devait se passer. Et voici ce sur quoi ils se sont finalement mis d'accord après pas mal de maux de tête et de désaccords. Vu les forces qu'il avait et le terrain devant lui, Rawlinson proposa d'attaquer sur un front d'environ 18 km, limitant les objectifs à la première ligne défensive allemande seulement. Mordiller et tenir, prendre la première ligne, consolider, puis planifier l'étape suivante. Haig rejeta ça. Il élargit le front d'attaque à 23 km et ordonna que la première et la deuxième ligne défensive allemande soient capturées en un seul assaut. Il voulait aussi de la cavalerie en attente pour exploiter une percée. Ce désaccord eut des conséquences horribles pour l'artillerie, qui était le cœur de tout le plan. Toute l'attaque reposait sur la croyance qu'un bombardement d'une semaine détruirait complètement la résistance allemande, si bien que l'infanterie ne ferait face qu'à une opposition minimale quand elle sortirait des tranchées. Rawlinson avait rassemblé environ 1400 canons pour ce bombardement. Et pendant les 7 jours, à partir du 24 juin, ils tirèrent entre 1,5 et 1,7 millions d'obus, ce qui était le plus grand bombardement d'artillerie de l'histoire jusqu'alors. Ça semble une quantité absolument écrasante de puissance de feu,
Mais parce que Haig avait élargi le front et insisté pour viser 2 lignes défensives simultanément au lieu d'une, ses canons étaient maintenant étalés sur une zone bien plus vaste. Quand vous calculez le poids réel des tirs d'obus frappant chaque mètre de tranchée allemande, le bombardement était moins concentré que certaines opérations britanniques bien plus petites plus tôt dans la guerre. Les canons étaient tout simplement trop étirés. De plus, le bombardement avait 2 autres problèmes graves. Le premier, c'est que près de 30% de ces obus n'explosaient tout simplement pas. Ça arrivait à cause de la crise des obus de 1915, quand la Grande-Bretagne ne produisait pas assez de munitions. Donc, la production avait été massivement accélérée. Le contrôle qualité en a souffert et des centaines de milliers d'obus défectueux ont fini dans la chaîne d'approvisionnement. Le deuxième problème était le type d'obus utilisé. Environ les 2/3 des obus de tout le bombardement étaient des obus à éclats. Ils fonctionnent en projetant des billes de plomb et des éclats en avant en cône quand ils détonnent, ce qui est absolument mortel contre des troupes debout à découvert, mais presque complètement inutile pour les vrais boulots à faire ici. L'obus à éclat ne peut pas couper efficacement le fil de fer barbelé. Il ne peut pas faire s'effondrer un abri souterrain profond. Il n'a aucun effet de souffle. Le seul obus qui pouvait faire ça était l'obus explosif haute puissance. Mais les obus explosifs haute puissance étaient encore relativement nouveaux en production et il n'y en avait tout simplement pas assez. De plus, ils étaient majoritairement de petit calibre, donc ils n'avaient pas la puissance nécessaire pour faire ces choses. Donc, le bombardement était trop étalé, truffé de dudes, et tirait le mauvais type d'obus pour la plupart de ses cibles. Maintenant, si tout ça n'était pas assez, les Allemands étaient installés dans ce secteur depuis fin 1914, avec très peu de combats à se soucier, et ils avaient utilisé ces 18 mois très bien pour se préparer. Ils ont construit des défenses conçues pour survivre exactement au genre de bombardement que les Britanniques planifiaient. La géologie crayeuse de la Somme était parfaite pour ça parce que la craie est solide et autoportante, contrairement à l'argile gorgée d'eau dans d'autres parties du front. Donc, les Allemands ont creusé profond et ferme. Certains abris descendaient à 9 à 12 mètres sous terre, renforcés avec de lourdes poutres ou des rails en acier, assez grands pour abriter des compagnies entières d'hommes. Ils ont construit 2 systèmes de tranchées complets, espacés d'1 kilomètre, avec un 3e partiellement achevé derrière, et placé des positions de mitrailleuses soigneusement préparées sur les hauteurs parce qu'ils tenaient toutes les hauteurs avec une belle vue dégagée sur les positions britanniques et le terrain découvert entre et devant leurs tranchées, ils avaient d'énormes ceintures de fils de fer barbelés, par endroits 16 rangs d'épaisseur. Mais les Britanniques ont mis leur foi dans l'hypothèse que le bombardement détruirait tout ça. Le fil serait coupé, les abris s'effondreraient, les défenseurs seraient morts ou trop brisés pour résister, et l'infanterie marcherait en avant pour occuper ce qui restait. Et voilà, ils gagnaient la guerre. Malgré des défenses bien préparées, 7 jours de pilonnage quasi constant signifiaient encore 7 jours d'enfer absolu pour les soldats allemands assis dessous. Les abris s'effondraient et enterraient des hommes vivants. Certains étaient déterrés asphyxiés, d'autres écrasés au-delà de la reconnaissance. Des soldats piégés sous terre devenaient hystériques, tentant désespérément de courir dehors à découvert. Même les rats devenaient hystériques, envahissant les abris en cherchant à fuir le bombardement au-dessus. Ils ne pouvaient pas sortir pour manger et boire pendant les 7 jours entiers de pilonnage non-stop. Le seul problème, c'est que les patrouilles envoyées pendant la semaine de bombardement pour vérifier si ça fonctionnait vraiment revenaient avec des rapports profondément alarmants. En face de plusieurs divisions dans le secteur nord, elles trouvaient le fil intact et par endroits encore plus emmêlés par les tirs d'obus, tandis que les défenseurs allemands restaient en alerte et prêts. Inquiétant, beaucoup de positions tenaient encore comme si rien ne s'était passé. De plus, les Allemands savaient maintenant exactement d'où l'attaque viendrait, et ils savaient que ce serait une grosse parce qu'à l'échelle du tir de préparation d'artillerie, ils avaient toute une semaine pour préparer des réserves et planifier quoi faire quand l'attaque au sol commencerait enfin. L'attaque eut lieu comme prévu. Dans les premières heures du 1er juillet, environ 120 000 soldats britanniques se mirent en position le long d'un front de 29 km. Ils défilèrent dans les tranchées de communication dans le noir, serrés épaule contre épaule dans les bases avancées. Les officiers passaient le long des lignes avec des louches de rhum, double ration ce matin-là juste pour détendre un peu les soldats avant la plus grande catastrophe de l'armée britannique. On leur dit que le bombardement et les mines anéantiraient les défenseurs allemands et que leur seul boulot était de se lever, marcher par-dessus et capturer le terrain, peut être prendre quelques survivants sonnés prisonniers. Et quand on dit « marcher par-dessus », c'est exactement ce qu'on leur a dit de faire.
Rolandson voulait que l'avance se fasse au pas de marche en ligne droite longue, 4-5 mètres entre chaque homme avançant régulièrement et en formation à travers le no man's land. Il voulait que les soldats ne courent pas et ne se précipitent pas parce qu'ils étaient inexpérimentés comme vous l'avez entendu plus tôt, et il craignait qu'une charge brise l'ordre et rende impossible de commander les hommes quand le chaos commencerait. Par-dessus ça, les soldats portaient environ 30 kilos d'équipement sur le dos, donc courir sur le terrain dévasté n'était de toute façon pas une option. Mais comme le bombardement avait soi-disant fait tout le boulot, il n'y avait pas besoin de se presser. À 7h20, le bombardement d'artillerie d'une semaine devait enfin se soulever et être redirigé vers la deuxième ligne allemande. Et puis, à 7h28, 2 minutes avant l'heure H, les Britanniques jouèrent leur atout, les mines. Maintenant, quand on parle des horreurs de la Somme, il faut absolument mentionner les mines souterraines. Dans le secteur britannique, le matin du 1er juillet, il y avait 19 mines préparées, 8 d'entre elles grandes et 11 plus petites. Si vous n'êtes pas familier avec les mines de la Première Guerre mondiale et toute la guerre des tunnels, vous pouvez regarder plus tard notre vidéo là, dessus aussi. Mais en bref, comme ce n'est pas le sujet de cette vidéo, les mines étaient l'une des tentatives créatives pour briser l'impasse des tranchées. Ils creusaient essentiellement des tunnels sous le No Man's Land pendant des mois, puis chargeaient des tonnes d'explosifs sous les positions allemandes et préparaient de les faire sauter simultanément, après quoi l'infanterie avancerait sur des défenses dévastées et capturerait des survivants sonnés. C'était, bien sûr, si tout fonctionnait selon le plan, ce qui en guerre n'arrive presque jamais. Juste la construction de ces mines est assez horrible parce que les compagnies de tunneleurs creusaient des tunnels étroits sous un sol instable et les chargeaient d'explosifs tout en essayant de ne pas être localisés par la partie. Ennemis de contre-tunnels qui creuseraient sous eux et placeraient des explosifs pour faire s'effondrer leurs tunnels. C'était l'un des boulots les plus terrifiants et dangereux de toute la guerre. Quoi qu'il en soit, pour la Somme spécifiquement, les Britanniques avaient préparé plus de 50 tonnes d'explosifs ammonales sous les positions allemandes. À 7h28 le 1er juillet, 2 minutes avant l'heure H, les mines sautèrent, elles oblitérèrent des sections entières du front allemand, projetèrent de la terre haut dans les airs et laissèrent d'énormes cratères qui subsistent encore aujourd'hui en certains endroits. Les soldats allemands au-dessus des mines furent enterrés ou écrasés par les détonations avec des tranchées s'effondrant complètement la terre se refermant dessus. Cependant, toutes les mines n'explosèrent pas simultanément comme prévu et certaines créèrent des problèmes supplémentaires pour l'infanterie britannique maintenant proche. Ils devaient passer sur le terrain fracassé et furent touchés par des débris tombants. Et par-dessus ça, les défenseurs allemands survivants savaient que dès que l'artillerie se soulèverait, l'attaque d'infanterie était déjà en route et ils savaient quoi faire. À 7h30, des sifflets retentirent le long de tout le front de 29 km et plus de 100 000 hommes grimpèrent hors de leurs tranchées et commencèrent à marcher vers la ligne allemande. Les Allemands émergèrent de leurs abris toussant de la poussière de craie et de la cordite et ils trouvèrent quelque chose qu'ils pouvaient à peine croire, de longues lignes droites de soldats britanniques marchant lentement vers eux à travers un terrain découvert. Dans certains secteurs, le No Man's Land faisait 460 mètres de large, donc ils avaient plus qu'assez de temps pour installer des mitrailleuses et amener les munitions. Le fil dont nous avons parlé plus tôt, qui n'était censé plus exister, tenait encore avec juste des brèches là où les gros obus l'avaient touché. Donc, les soldats qui atteignirent la ligne allemande se retrouvèrent canalisés dans les rares brèches du fil et les Allemands avaient placé leurs mitrailleuses pointées directement sur ces brèches. Et je pense que vous pouvez déjà deviner ce qui s'est passé ensuite. Le jour le plus sanglant de l'histoire militaire britannique, à la fin de la journée, près de 20 000 soldats britanniques étaient morts avec 37 000 de plus blessés. Cela fait environ un homme mourant toutes les 4 secondes pendant toute la journée, et la plupart se sont produits en juste les 30 premières minutes. Ce qui s'est passé dans ces 30 premières minutes est presque impossible à mettre en mots, mais essayons. Les équipes de mitrailleuses allemandes ouvrirent le feu, et ne s'arrêtèrent tout simplement pas avec certaines équipes tirant plus de 20 000 coups ce matin-là, seules sur les formations britanniques serrées et canalisées, découverts. Les Allemands, regardant à travers le No Man's Land, dirent plus tard qu'ils se sentaient malades en regardant ça. Les blessés étaient peu être la pire partie parce que le système pour les récupérer tout simplement n'existait pas à cette échelle. Il y avait 4 porteurs de brancards par compagnie, donc les blessés restaient dans le No Man's Land pendant des heures ou des jours, certains rampant en arrière sur les mains pendant 2 jours avant que quelqu'un ne les ramasse parce que les postes médicaux étaient submergés. Dans une tranchée allemande capturée,
Une longue ligne de soldats britanniques blessés furent trouvés assis là où un poste médical avait été. Le médecin et ses aides avaient été tués par un obus et les blessés ne pouvaient que s'asseoir là et attendre de mourir. Les troupes avançant se voyaient interdire d'arrêter pour les camarades blessés. Il n'y avait pas de temps et franchement, il n'y avait nulle part où les emmener de toute façon. Donc, il y avait les bataillons de copains dont je vous ai parlé plus tôt, et c'est ce que je voulais dire par attendre de voir comment servir ensemble allait se retourner contre eux. Eh bien, ils sont morts ensemble aussi. Des bataillons entiers d'hommes, des mêmes rues et des mêmes villes partis avant le petit déjeuner. Quand les listes de pertes arrivèrent en Angleterre, dans certaines villes, il n'y avait pas une rue sans rideau tiré. La cloche de l'église sonnait toute la journée. 37 pères de frères britanniques moururent le 1er juillet seuls. Après la Somme, les bataillons de copains restants furent dissous et renforcés avec des conscrits de tout le pays, mettant fin à leur caractère local pour toujours. Et environ 40% des pertes britanniques à la Somme furent diagnostiquées avec un choc d'obus qui, en 1916, n'était pas traité avec beaucoup de sympathie. Et ce n'était que le 1er juillet. La bataille continua pendant encore 4 mois et demi, à savoir que les pertes allemandes pour la journée étaient quelque part entre 8 000 et 12 000 hommes. La 6e armée française, combattant aux côtés des Britanniques au sud, subit environ 1500 pertes. Le secteur sud est le seul où tout fonctionna comme sur des roulettes. Les Français avaient plus de 900 gros canons concentrés sur un front bien plus étroit, utilisèrent un barrage roulant, gardèrent le no man's land aussi étroit que 91 mètres par endroit, et lancèrent leur bombardement seulement des heures avant l'attaque pour préserver la surprise. Cependant, ce succès ne fut jamais exploité parce que la ligne britannique au nord s'était effondrée. Mais Haig continua. Pendant 4 mois et demi de plus, la bataille se traîna dans une succession d'attaques sanglantes et broyantes qui ne gagnèrent presque rien. Pendant cette période, les Britanniques déployèrent pour la toute première fois dans l'histoire le char Mark Pomé au combat. Donc, voici la facture finale. Pertes britanniques, environ 420 000, Français, environ 200 000. Allemands, quelque part entre 450 000 et 680 000, selon qui comptait. Plus d'1 million de pertes en 141 jours, et tout ça pour un gain territorial maximum d'environ 11 km. Mais Pozières, la ville qui était censée tomber le premier jour, ne fut prise que jusqu'en mars 1917, et seulement parce que les Allemands se retirèrent volontairement sur une ligne défensive plus courte. 72 337 hommes morts à la Somme n'ont pas de tombe connue. Leurs corps étaient si complètement détruits par le feu ou avalés par la boue qu'ils ne furent simplement jamais retrouvés. Leurs noms sont gravés sur le mémorial de Thiepval, qui s'élève à 46 mètres de haut dans le nord de la France. Le film de la Somme de 1916 fut le premier documentaire de guerre de long métrage jamais réalisé. Il sortit dans les cinémas britanniques en août 1916, pendant que la bataille faisait encore rage, et fut vu par 20 millions de personnes en ses 6 premières semaines, près de la moitié de la population britannique entière. Et un détail intéressant pour finir, un caporal bavarois de 27 ans que vous connaissez peu, être mieux par son nom, Adolf Hitler, fut blessé à la Somme en octobre 1916, touché à la cuisse par un éclat près de Bapaume. Il décrivit plus tard ça comme plus l'enfer que la guerre.